Bonjour à vous. Nous sommes le mardi 16 septembre. Je vais commencer par répondre. Alors j'ai fait un commentaire, j'ai répondu à la question, mais je pense que c'est intéressant pour les autres de savoir. Vous allez me poser, vous m'avez posé une question, deux questions, à savoir quel était l'État le plus conservateur aux États-Unis. Alors, c'est vrai que c'est une idée reçue. On pourrait croire que c'est le Texas, le fameux Lone Star. Eh ben non. Non. Les 5 États les plus conservateurs, c'est-à-dire vraiment les plus genre par exemple ne reconnaissant pas le mariage homosexuel, par exemple, ou limitant les droits à l'avortement. Eh bien, c'est le Wyoming, un État qui est au nord-ouest, qui se trouve derrière l'État de l'Oregon et du Washington, qui se trouve sur la côte nord-ouest, là où se trouve d'ailleurs le parc Yosemite, pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez le Dakota du Nord, où justement il y a eu ce problème d'une claire qui, lorsqu'un couple homosexuel marié en Californie ont voulu remplir leurs papiers administratifs auprès de l'administration de l'État de Dakota du Nord, n'ont pas pu faire leur déclaration en tant que couple marié, parce que le Dakota du Nord ne reconnaît pas le mariage homosexuel. Alors ça a fait un petit peu scandale. Alors, pareil, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le sujet, aux États-Unis, Obama a en effet réussi à faire passer la reconnaissance, le mariage homosexuel, sauf que ce qui est une loi fédérale n'est pas forcément applicable obligatoirement dans tous les États. Chaque État peut très bien préserver ou conserver ses propres lois et ne pas appliquer la loi fédérale. C'est pour ça que je dis souvent que quand on voit en Europe qu'on veut faire les États-Unis européennes, mais déjà avec 50 États, c'est le bordel. Parce que d'un État à un autre, des lois changent. C'est pas les mêmes. Il y a des États où tu as le droit de faire ceci, il y a des États où tu n'as pas le droit de faire cela. Tu as des États où dans un hôtel, tu peux demander une chambre double avec un lit double. Comme tu as des États où tu ne pourras jamais trouver un hôtel avec un lit double. C'est des lits doubles, mais séparés. Oui, ça va jusque-là. Les gens passent, des meilleurs. C'est là que tu te dis que la religion, il y a vraiment un gros souci aux États-Unis. Mais bon, voilà. On ne peut pas juger non plus un pays de par notre point de vue français, laïque. Quoique laïcité, pareil, j'ai fait une vidéo, tout était assez parfois subjectif. Et donc, Dakota du Nord, vous avez la Virginie occidentale. Alors, la Virginie occidentale, c'est un État qui est un peu particulier, parce que déjà, c'est un État qui est complètement enclavé dans les rocheuses, pas dans les rocheuses, mais dans les Appalaches. Et puis, c'est un État qui vivait avec un tissu économique essentiellement qui tournait autour de la sidérurgie, les minerais, etc. Sauf que dans les années 50-60, tout ça a commencé à être délocalisé, acheté à l'étranger, moins cher, etc. Donc c'est un État où le tissu économique est complètement ruiné. Vous avez des petites villes, etc. Il n'y a plus rien. Il y a encore des habitants, mais c'est des habitants qui vivent soit de pension, ou pension handicapée, ou d'aide sociale de l'État, etc. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de commerce. Il y a même des Walmart qui s'étaient installés, des supérettes Walmart. Elles ont fermé, parce qu'il ne faut pas leurs chiffres. Non, mais c'est... La Virginie occidentale, si vous voulez faire de l'urbex, c'est l'idéal. Parce qu'il y a... c'est pas des villes fantômes comme vous pouvez trouver dans le Middle West ou dans les déserts côté Nevada, Arizona, etc. C'est vraiment des villes où il y a encore des gens qui vivent dans ces villes-là, mais
Là, c'est mort, quoi. Il y a des buildings qui sont abandonnés, des centres-villes qui sont en ruine, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, quoi. Et du coup, bah oui, la faute à l'ultralibéralisme. Qui défend l'ultralibéralisme, le mondialisme, le globalisme, c'est les démocrates. Donc du coup, bah, cet État-là est profondément républicain. Et vous avez, alors j'ai dit quoi, Wyoming, Virginie occidentale, Dakota du Nord, l'Oklahoma. Et oui, l'Oklahoma est un des États les plus conservateurs, mais normal, hein, c'est un État assez rural, on va dire. Et puis vous avez l'Idaho. Alors l'Idaho, c'est un État qui se trouve derrière l'État de Washington, qui partage un peu les Rocheuses. Étrangement, c'est un État aujourd'hui qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui attire de plus en plus les Californiens, mais les Californiens riches, aisés, qui en ont un petit peu ras-le-bol de la fiscalité californienne, par exemple. Alors c'est des souvent progressistes modérés, mais qui ont envie de retrouver certaines valeurs qu'il y a dans l'Idaho. Alors l'Idaho, c'est vrai que c'est beau, hein. Il y a plein d'endroits, il y a beaucoup de lacs, c'est des endroits, c'est un État avec beaucoup de parcs, avec beaucoup de nature, etc. Et il y a une ville d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une ville qui devient très très riche, parce qu'il y a beaucoup de riches qui viennent s'installer dans cette ville-là, parce qu'il y a le lac, parce qu'il y a la montagne, etc. Puis l'hiver, il y a des stations de ski en Idaho. Mais alors le nom, je ne m'en souviens plus, parce que c'est un nom en français. Un nom français, mais assez étrange d'ailleurs. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en description. Alors après, vous avez d'autres États qui sont conservateurs, mais qui progressent vers quelque chose de plus modéré. Alors vous avez le Mississippi, la Louisiane, le Tennessee, le Texas, j'en ai oublié un, Mississippi, Louisiane, Alabama, le Kentucky, etc. C'est des États, d'ailleurs quand vous regardez les cartes des élections présidentielles, vous verrez que c'est quasiment tous les États qui sont dans le Middle West, mais c'est des États qui, progressivement, du fait de la population qui se concentre de plus en plus dans les villes, et comme je vous l'ai dit, la plupart des grosses villes, des grosses métropoles sont essentiellement démocrates, donc voilà, ça fait un peu une balance, si vous voulez. C'est comme la Caroline du Sud. La Caroline du Sud est beaucoup plus conservatrice que la Caroline du Nord, mais il y a quelques villes comme mince, j'ai oublié le nom de cette ville. Il y a deux villes en Caroline du Nord, plus sa capitale évidemment. Il y a Greensboro, c'est Greensboro ou Greenville. Non, il y a Greenville. Greenville, je m'en souviens Greenville parce que c'est là où se trouve Michelin. Et justement, deuxième question que vous m'aviez posée, c'est les villes. Alors non, Houston n'est pas une ville conservatrice. Il y a très peu de grandes villes, de grandes métropoles qui sont sous la main de maires, de mairies, de municipalités conservatrices républicaines. Houston est sous mairie démocrate. En revanche, parmi les grosses villes qu'il y a aux États-Unis, qui en effet est sous municipalité républicaine, c'est Dallas. C'est pour ça que Dallas, souvent, a une réputation, on va dire, parce que justement, une ville plutôt assez ancrée dans des valeurs conservatrices. Mais sinon, en Californie, par exemple, vous avez Fresno. Alors, Dallas, grande métropole, plus d'1,3 million habitants. Fresno, entre 800 et 900 000 habitants en Californie. Il y a Virginia Beach aussi, 400, 500 000 habitants.
Et puis il y a une autre ville dont je crois que c'est en Oklahoma. Je me souviens plus du nom de la ville. Mais bon, c'est pas une ville qui est très très connue en dehors des grandes villes connues comme Miami, New York. Mais bon, voilà, quasiment toutes les grandes métropoles. Alors, à l'est, évidemment, tout ce qui est Boston, New York, New Jersey, Philadelphie, Washington, l'autre ville qui est en bas, là, à côté de Maryland, je ne me souviens plus. Ce sont des villes qui, de toute façon, sont des villes profondément progressistes. De toute façon, toute la bande de la mégalopole de la côte Est sont essentiellement des villes démocrates. Il y a quelques villes qui sont sous administration républicaine. Et évidemment, la côte Ouest, alors là, hein, tout ce qui est San Diego, Los Angeles, tous les comtés autour de Los Angeles, que ce soit Burbank, Orange, Pasadena, ensuite évidemment San Francisco, Portland, Seattle, pour ce qui concerne Portland, c'est Oregon, et Seattle, l'État de Washington. Donc tout ça, de toute façon, toute la côte ouest est profondément démocrate. Et là encore, il peut y avoir quelques villes qui sont sous administration républicaine, mais c'est des petites villes, c'est pas des grandes villes. Enfin, quand je dis petites villes, hein, c'est des villes qui peuvent faire 100, 200, 300 000 habitants. Donc voilà, c'est pour ça, de toute façon, si vous voulez vraiment savoir la proportion, c'est simple, vous regardez sur Internet, ou vous demandez à ChatGPT une carte d'élection présidentielle par comté. Et là, vous allez avoir tous les comtés dans tous les États, et vous verrez, en effet, il y a une grande majorité de couleur rouge, le rouge qui est pour les républicains, et les démocrates, c'est la couleur bleue, donc évidemment tout ce qui est Californie, Oregon, etc. Vous voyez qu'il y a une majorité de bleu. Même si quand vous regardez un peu plus près, vous allez vous rendre compte que même dans les États qui sont des États considérés comme démocrates, comme progressistes, vous allez avoir des comtés qui sont des comtés sous direction républicaine. Mais voilà, en fait, tout dépend évidemment, de la situation économique et sociale du comté, 2, évidemment, de la présence ou de l'omniprésence, de l'influence des églises, des religions, enfin de la religion d'une manière générale. Puisque vous savez, aux États-Unis, il y a à la fois catholiques, protestants, mais surtout beaucoup d'églises, genre évangélistes, comme était d'ailleurs Charlie Kirk, les églises du Nouveau Jour, les églises du Jésus-Christ, les églises de Sion, etc. Et surtout dans les États du Sud, ou les États du Sud, alors là, le problème de la religion aux États-Unis, c'est que c'est un business. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent s'autoproclamer pasteurs, s'autoproclamer curés, monter une église. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où vous avez 2-3 églises qui se font concurrence. Mais si vous prenez à la fois les catholiques et les religions liées à tous les courants réformateurs, parce que protestant, c'est un peu, c'est plus large que ça. Vous avez aussi les communautaires. Vous avez des églises pour les hispaniques. Et attention, quand je dis hispaniques, c'est des églises pour des Mexicains, c'est des églises pour les Honduriens, c'est des églises pour les Péruviens, pour les Boliviens, pour les Argentins, pour les Salvadoriens, pour les Panaméens. C'est-à-dire que, voilà, oui, ils sont tous hispaniques, mais communautaires. Alors vous avez des fois des églises espagnoles
qui regroupe un ensemble de gens issus de pays hispaniques, où vous avez des fois des quartiers avec une forte concentration mexicaine, puisque ce sont les Mexicains en général qui sont majoritaires dans la population d'origine hispanique, et vous avez des églises qui sont spécifiques aux Mexicains. Tout comme vous avez aussi, nous en Caroline du Nord par exemple, on a pas mal d'églises aussi catholiques coréennes. Et on a aussi, eux ils ne se cachent pas, hein, c'est parce que ça va, faut pas mélanger la franc-maçonnerie. Alors attention, franc-maçonnerie américaine, franc-maçonnerie britannique et franc-maçonnerie française sont différentes. D'accord ? Les courants sont différents. Attention, pas faire d'amalgame. Hein. Donc, ici, nous, en Caroline du Nord, il y a des endroits où vous faites 500 mètres, vous avez 2-3 églises. Quoi. Et là encore, parce que c'est aussi un business. Ça crée en fait un phénomène de communauté. Et cette communauté, elle va à la messe dans son église, de son quartier, de son courant religieux. Et puis, évidemment, le mode. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces deux questions qui sont importantes à savoir. Parce que, encore une fois, je vais finir avec ça, je vois souvent dans les réseaux sociaux des gens qui comparent les États-Unis avec la France. Mais tu ne peux pas comparer les deux pays. Déjà, tu as la taille. Déjà, la culture, la racine de la culture. Nous sommes une racine latine, alors que ici aux États-Unis, c'est plutôt une racine anglo-saxonne. Même si, après, à partir du 19e siècle, il y a un melting pot de culture hispanique. Mais quand vous regardez, par exemple, quelles sont les influences communautaires par État, par exemple, nous ici en Caroline du Nord, l'influence, la présence culturelle qui a fondé un petit peu la Caroline du Nord, c'est les Allemands. Comme vous avez, par exemple, dans le Michigan, vous avez une très forte communauté polonaise. Avant qu'il y ait une migration d'Afro-Américains qui petit à petit ont fait on peut dire un grand remplacement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir les historiques de tous les États pour bien comprendre, comprendre même des fois certains conflits qu'il peut y avoir entre l'État fédéral et certains États, et plus particulièrement, comme je vous l'avais déjà expliqué, l'État le plus, on va pas dire le plus réfractaire, mais celui qui peut foutre le bordel, c'est le Texas. Parce que le Texas, c'est le seul État qui a sa propre réserve d'or. Donc ça veut dire qu'avec sa propre réserve d'or, demain, il peut très bien, prendre son large, prendre son indépendance. Sauf que le Bill, c'est le traité de l'Union, interdit à tous les États de quitter l'Union. D'où la raison pour laquelle, si jamais il y a un État qui décide de faire sécession, eh bien l'État fédéral doit envoyer des militaires, etc., pour et récupérer l'État. Donc, mais bon, de toute façon, quelles que soient les circonstances, la situation du pays, vous avez de toute façon, allez, on va dire 80% des Américains qui sont fiers, patriotiques d'être Américains. Américains, comme ils disent. Et même des fois beaucoup d'étrangers qui sont naturalisés, qui aujourd'hui partagent énormément de valeurs
par rapport à la société américaine, sans oublier, sans négliger, sans occulter leurs origines, mais qui sont un peu plus en retrait, qui ne vivent pas enfermés dans la communauté, dans le communautarisme de leurs origines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez aux États-Unis des gens, des Américains, en dehors du blanc et des Afro-Américains. Vous avez par exemple beaucoup d'Indiens maintenant qui sont parfaitement intégrés en tant qu'Américains. Vous avez des Asiatiques par exemple, beaucoup de Sino-Américains, hein, des descendants des Japonais et maintenant des Chinois. Il y a beaucoup de Chinois aujourd'hui qui prennent la nationalité américaine et qui se sentent américains et qui veulent défendre les intérêts américains. Et contrairement, je suis désolé de dire ça, mais contrairement aux musulmans qui, eux, les musulmans, restent entre musulmans. Les Pakistanais restent entre les Pakistanais. Moi, j'ai vu une fois un concours de volleyball. Il y avait les Indiens et les Pakistanais. Mais aucune compétition mixte. Chacun de son côté. On ne se mélange pas. Et à vrai dire, le communautarisme américain, c'est ça. On ne se mélange pas. Les Chinois ne se mélangent pas avec les Japonais ne se mélangent pas avec les Coréens ne se mélangent pas avec les Thaïs ne se mélangent pas avec les Vietnamiens ne se mélangent pas avec les Cambodgiens ne se mélangent pas avec les Malaisiens ne se mélangent pas avec les Philippins ne se mélangent pas avec les Indiens. Évidemment, vous trouverez toujours des exceptions, ce qu'on appelle les couples multiculturels. Mais encore une fois, ces couples multiculturels sont américanisés. C'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas leurs racines, si vous voulez, mais voilà, ils sont souvent issus de familles modernisées, des familles qui se sont éloignées de la tradition. Et inversement, vous avez des gens qui n'arrivent pas à sortir de cette tradition. Alors c'est plus difficile aux États-Unis, en dehors du communautarisme, dans la vie de tous les jours, dans l'espace public. Dans l'espace public, tu es soumis aux mêmes lois que n'importe qui. Encore une fois, une exception, quand vous avez des politiciens qui caressent dans le sens du poil et qui accèdent ou acceptent la différenciation. C'est le cas par exemple dans le Michigan. Dans le Michigan, les politiciens progressistes, comme les politiciens républicains, font du clientélisme. Par exemple, à Dearborn, cette fameuse petite ville dans la grande banlieue de Détroit, je vous en ai parlé, que la municipalité est aujourd'hui entre les mains de musulmans radicaux liés aux frères musulmans et qui petit à petit appliquent presque des lois de la charia. Eh bien, les républicains les caressent dans le sens du poil parce que pour une élection présidentielle, eh bien, c'est un électorat. Et vu que ces musulmans de Dearborn sont influents sur la communauté musulmane du Michigan, je veux dire, quand pendant des années on a fait en sorte de dire aux Américains que Al-Qaïda c'était l'organisation terroriste, l'ennemi de l'Amérique, etc. Quand il y a eu la guerre en Syrie, que tout d'un coup les Américains ont appris que Obama formait, aidait des groupes terroristes d'Al-Qaïda pour lutter contre à la fois l'armée syrienne de Bachar al-Assad, mais aussi contre l'État islamique. Il y a beaucoup d'Américains, surtout ceux qui ont fait les vétérans, ils se disent mais c'est fou, ils se foutent de notre gueule.
Bon, par contre, Obama, il n'y est pas pour grand-chose, en fait, parce que la connerie a été faite par le Qatar. C'est les Qataris qui ont décidé d'envoyer des terroristes, enfin des djihadistes, des soldats de Dieu appartenant à des groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc les Américains, à un moment donné, il a fallu qu'ils fassent avec, quoi. Donc, mais encore une fois, après, évidemment que ça a un impact, évidemment que ça a une conséquence. Donc, évidemment que la balance, parfois, dans certains États ou dans certaines villes, peut se jouer à peu de choses. Par exemple, moi, je suis en Caroline du Nord, ici. La Caroline du Nord, il y a, peut-être dans les années 2000, avait basculé démocrate. C'était un État pourtant républicain, mais encore une fois, parce que plus vous acceptez, plus vous mettez de population dans les grandes métropoles, donc ça augmente les populations. Donc à partir du moment où ça augmente les populations, c'est des populations qui en règle générale partagent des idéologies progressistes, donc ça fait plus d'électeurs progressistes. En plus, si vous faites le gerrymandering, hein, on en a parlé, hein, vous savez, c'est le scandale hein, au Texas, qu'il suffit de modifier la frontière entre deux comtés pour essayer de capter un électorat plus d'un côté que de l'autre. Et que forcément, ça peut avoir un effet dans la balance pour les prochaines élections. Donc, et la Caroline du Nord a finalement rebasculé républicaine aux dernières élections. Comme quoi, vous voyez, ça tient un peu de choses. Hein. En règle générale, c'est pour ça que je dis souvent aux États-Unis, et je pense qu'en France, ça va être la même chose, c'est le rat des villes et le rat des champs. C'est cette guerre sempiternelle entre l'urbain cultivé qui a accès à la culture, qui est conditionné à des idéologies progressistes. Alors, attention, quand je dis progressiste, c'est pas péjoratif, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis la ruralité. La ruralité, en effet, c'est la tradition, c'est le conservatisme, c'est des mœurs, c'est des traditions. Alors des traditions que parfois le rat des villes est bien content d'aller voir, comme par exemple les feux de la Saint-Jean en France. Pourtant, c'est des célébrations qui sont faites dans la campagne. Alors peut-être qu'en effet, il y a beaucoup de Français urbains qui aujourd'hui se disent peut-être que c'est pas plus mal de retourner à la terre, de retourner au rural, de retrouver des valeurs, parce qu'on a tellement déconstruit la société sur certains plans moraux, sur certains plans de certaines mœurs, qu'aujourd'hui je comprends qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus, qui ne se retrouvent plus, qui ne se reconnaissent plus, et qui ont peut-être besoin de retrouver la source, le retour à la nature, le retour dans les petits villages, de la solidarité, de l'artisanat, le fait d'acheter directement aux producteurs, beaucoup moins cher, parfois. Oui, ça change complètement de ce qu'on connaît dans les grandes villes, où c'est du matraquage, c'est du consumérisme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'hypocrisie, avec tout ce que ça entraîne, évidemment, en comportement déshumanisé, en comportement barbare, en comportement sauvage. Puisque, par logique, la société de consommation a tout intérêt à individualiser l'individu et ne pas le contraindre à une sorte de collectif, à une sorte de solidarité. Même si la solidarité, on s'en sert bien pour faire valoir. Mais c'est de l'esbrouf, c'est de la façade. Donc voilà pour cette vidéo où je suis revenu d'ailleurs sur quelques petits détails. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit oui que j'avais fâcheuse tendance parfois à tourner en rond. Mais ouais, mais malheureusement, sur certains sujets, tu tournes en rond. Pourquoi ? Parce que
c'est comme une boucle de Moebius. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce qu'un jour on va trouver la sortie? Est-ce qu'un jour on va trouver des issues? Est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui va mettre le poing sur la table? Est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui va foutre des coups de pied au cul? Ben non. Donc, ouais. On continue à tourner en rond, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes individus, avec les mêmes situations, avec les mêmes contextes. Et on n'en sort pas. Et ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire parce que, vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre. Oh mon Dieu! Oh là là! Oh mon Dieu! Bon, par contre, l'humanité, la fête de l'humain cette année, joli score, 610 000 personnes en 3 jours. Serait-ce que des Français commencent à s'éloigner de la LFI et reviendraient plutôt dans le giron communiste? Tiens, il y a quelque chose là. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner votre avis sur des sujets d'ailleurs que j'aborde et que vous-même avez des expériences que vous souhaitez partager. Comme ça fait secouer les petits algorithmes et peut-être qu'enfin mes vidéos seraient peut-être un peu plus proposées et non pas invisibilisées, parce que là en ce moment, apparemment il y a beaucoup de chaînes qui, elles, sont beaucoup plus d'abonnés, sont monétisées, etc. Les mecs ils commencent à se plaindre que certaines de leurs vidéos sont complètement invisibilisées par les algorithmes de YouTube. C'est la censure. Gros bisous.